amis. C'est pas tout de suite. Alicia, c'est pas tout de suite. Vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo, vous vous êtes dit, oh, une troisième personne. C'est qui ça? Pourquoi elle est là? Oh. On vous présente Alicia Noderman. Super Noderman. Présente-toi, vas-y. Tu sais, depuis tout à l'heure, je regarde là et... Oh, ok. Bah bonjour, moi c'est Alicia Noderman, comme elles ont dit. J'ai 22 ans. Et c'est tout. Ah, que dire de plus? Je sais même pas quoi dire. On se connaît pas encore, on n'est pas encore assez intime. Anyway, on se connaît de l'église. Alicia, c'est une bonne amie à nous. Et on l'a invitée aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de l'anxiété et de la dépression. Donc, mettez-vous à l'aise, prends ton jus, prends tes crêpes, tes popcorn, tu te poses tranquille. La couverture, on a eu chaud. Tu te mets bien, tu mets play. Et tu suis vraiment. Il faut bien écouter parce que cette vidéo sera trop intéressante. Trop d'ambiance dans cette vidéo. Anyway, welcome to From the 20s. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous parler de l'anxiété et de la dépression. On va voir dans cette vidéo qu'il y a différents types de dépression, il y a différents types d'anxiété et comment les gens ne l'expérimentent pas de la même manière. Tout d'abord, on va commencer par définir ce que c'est l'anxiété. Alors, Alicia, si tu peux nous faire ça. Alors, selon Internet, l'anxiété c'est l'inquiétude, des peurs intenses, excessives, persistantes face à des situations quotidiennes. Tandis que la dépression, c'est quelque chose qu'on va plus apparenter à un trouble mental caractérisé par un état dépressif persistant, une perte d'intérêt ou pour tout type d'activité, ce qui produit des effets très néfastes dans la vie quotidienne. Et selon les recherches qu'on a pu faire, ça explique que ça peut être causé par une détresse qui est parfois biologique, psychologique ou sociale. C'est-à-dire que ça peut totalement être quelque chose qui se produit dans notre corps, un déséquilibre chimique à l'intérieur de notre organisme qui peut être causé par une maladie ou par des choses héréditaires, ou ça peut être psychologique, quelque chose qui n'est pas forcément rationnel, qu'on a fait beaucoup macérer dans notre tête, ou social. Donc voilà. Et est-ce que vous avez votre propre définition de ce qu'est l'anxiété ou la dépression? Est-ce que pour vous ça se rejoint? Est-ce que pour vous c'est deux trucs différents? Enfin, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Moi j'ai une définition assez personnelle. Elle peut ne pas sembler claire parce que quand quelque chose sort de nos têtes, c'est parfois difficile de l'exprimer. Et donc moi on en a discuté très légèrement juste avant et je disais que l'anxiété et la dépression sont deux choses qui peuvent être liées, mais la nuance entre les deux est très subtile et cette nuance là fait que ce soit deux choses totalement différentes. Du coup moi je dis que c'est juste le milieu entre l'anxiété et la dépression, c'est un déséquilibre émotionnel et c'est tous ces moments là où on ne sait plus gérer la différence par exemple entre les moments de solitude ou les moments où on est réellement dépressif, les moments où on se sent bien et les moments où on se sent vraiment mal. C'est juste toute cette zone brouillon là. We got it. On a compris, ouais. Voilà. Et toi, Alicia, pour toi, c'est quoi un peu l'anxiété et la dépression? Une espèce de déprime intense où tu es dans cette espèce de tourbillon de tes émotions. C'est comme si tu n'arrivais pas à t'en sortir, comme un grand cycle sans nécessairement comprendre. Et c'est quelque chose que je peux apparenter à une tristesse intense. Tandis que l'anxiété ça va plus être quelque chose qui aura peut-être des causes externes. Encore une fois, qui sont peut-être pas rationnelles ni liées, mais c'est vraiment quelque chose qui va me provoquer de l'anxiété. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va me faire pleurer matin, midi, soir. Certes, avoir des crises d'anxiété, ça peut vraiment être quelque chose qui va nous faire pleurer. Le fait d'avoir de l'anxiété qui peut nous empêcher d'avoir une vie sociale, ça peut nous rendre tristes. Mais je pense que être anxieux, ça va juste beaucoup affecter notre mental, beaucoup affecter notre état psychique, mais je n'apparenterai pas ça directement à une tristesse intense. Donc là où je pourrais mettre, en tout cas personnellement, parce que je suis loin d'être scientifique, mettre la nuance, je la mettrai là. Et est-ce que vous avez déjà
soit l'anxiété ou la dépression? Parce que moi, personnellement, jamais. Enfin, je m'identifie pas trop à ces deux trucs parce que j'ai jamais réellement vécu. Moi, c'est plutôt, je le vois en fait, et surtout dans la communauté africaine par exemple, où c'est vraiment un sujet très tabou, où tu peux pas aller vers tes parents africains, tout court, j'allais dire congolais, mais africains tout court, je crois, et dire, bah, je suis déprimée. Parce qu'ils vont directement lier ça à un problème d'esprit ou que enfin, voilà, tu as besoin de te faire délivrer ou que tu as juste un souci et que vas-y, va chez ton pasteur et on va régler ça, tout ça. Alors que c'est réellement un truc qui existe, qui a besoin... Allez, tu as besoin de parler avec quelqu'un, tu as besoin de parler avec un psychologue, un truc comme ça, mais chez nous, en tout cas, les Africains, ça n'existe pas. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que, bah, comme j'ai dit, parfois, tu en as besoin, tu vois. Et enfin, ouais, est-ce que vous avez un truc à ajouter par rapport à ça ou... J'ai oublié ta question. Le fait que ça soit un sujet tabou dans la communauté africaine. Ouais, je pense que, allez, moi j'ai eu la grâce, c'est gracieux d'avoir des parents très observateurs, des parents qui nous empêchent pas d'aller vers eux en fait. Mes parents et moi, on est très potes, donc tu peux leur dire ce que je veux, même si ça reste quand même tes papa et maman. Mais je peux leur dire ce que je veux et tout, et ils vont aller, s'ils doivent me ramasser à la petite cuillère, ils vont le faire, s'ils doivent me tomber dessus, ils vont me tomber dessus. Mais j'ai eu des moments d'anxiété, et moi ça, allez, c'est très souvent dans des moments où, je sais pas, une période d'examen par exemple, ou une période où il y a une grande décision qui doit être prise, je sais pas, dans ma famille ou des choses comme ça, ou juste quand je commence à aller penser à tout en fait, je remets tout en question, je me dis ouais mais si je fais ça, machin et tout. Et chez moi, l'anxiété je peux la vivre de deux manières. Par exemple, juste avant mes examens, des examens qu'on a eu juste avant, l'examen qu'on a eu en juin, Ouais. juste avant le CESS, j'ai beaucoup stressé parce que j'avais les examens, j'avais le jury, j'avais mon année qui, je sais pas. Attends, wait, tu viens d'avoir ton CESS? Non. Tu n'étais pas à l'université toi? Ben non. Qu'est-ce que je fais? Non, sérieux? Ouais. Depuis? Ah, ok. Ouais, donc, juste avant cette période-là, j'ai grave stressé. Parce qu'en dehors de ça, il y avait des trucs qui se passaient à la maison, machin et tout. Et par exemple, chez moi, je sais pas, ça peut être. Ça, des moments où vous me voyez, je suis en train de manger tout le temps. Et ça paraît normal parce que je suis tout le temps en train de manger dans la normale, mais je mange un petit peu plus et personne ne réalise forcément. Ou alors, ça fait des éruptions cutanées donc sur mes épaules, comme ça et tout. C'est comme ça que vous me voyez toute la période des examens, j'ai un pull. Et personne tilt en fait. Genre toute ma nuque comme ça, mes épaules et tout. C'est chouette, j'ai des rougeurs ou comme des petites plaques et tout. Et en fait, je peux rien y faire en soi parce que je sais c'est lié à quoi. Je me dis je vais pas aller chez le médecin, il va me dire de faire ça, mais je sais que ça va passer et tout. Et je sais que c'est lié à cette anxiété là où il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu encore une fois juste avant les examens, je suis tombée malade 2 semaines avant. Là j'étais vraiment malade et donc il me restait 1 semaine pour préparer mes examens et tout. Et quelle vie! Là en fait c'est en mode tu dors mais tu dors pas, tu dors, tu penses à tout. Genre tu sais que t'es endormi mais tu sais que en fait non, quand je me réveille je dois faire ça. Je peux pas dormir trop longtemps parce que je dois faire ça. Et au final t'as l'impression que allez, ça t'étouffe en fait. Tout c'est littéralement un poids, tu dors et il y a une pression sur toi, on tilte pas hein. Ouais. Mais tu viendras à quelqu'un, pourquoi tu te sens pas bien? Tu sais pas forcément mettre les mots dessus quand t'es dedans, mais maintenant quand j'arrive à prendre le recul, je me dis ah ouais non, là c'était l'anxiété. Mais quand t'es dedans, tu te dis ouais non, c'est moi qui deviens folle, je vais mourir aujourd'hui, si je dors trop longtemps, je vais crever, qui sait si... En fait t'as l'impression que quelqu'un t'étrangle la nuit, mais en fait non, c'est juste tout ce poids là, cette pression là qui tombe sur toi, qui... En fait, tu dirais que tu le vis de manière momentanée alors? Ouais, très momentanée. Mais bon, maintenant que j'en suis consciente... T'arrives à le prévenir un peu? Ouais, c'est vraiment ça. En fait, c'est ça la partie la plus dure. Prendre conscience que, en fait, ouais, non, là c'était de l'anxiété. Prendre conscience que, en fait, non, là j'ai déprimé. Parce que bon, maintenant quand tu déprimes, c'est très vite Twitter, Instagram, c'est très beau en fait la déprime maintenant. Mais il y a des gens qui le vivent réellement au point où, allez, ça va se tailler les veines, ça va se tailler les cuisses, ça, en fait, non. Ouais, il y a différentes manières, mais est-ce que, moi j'ai une question, qu'est-ce que tu dirais
quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui fait face à une personne qui est anxieuse, tout ça? Qu'est-ce que t'aimerais, enfin, si t'étais anxieuse et tout, qu'est-ce que t'aimerais qu'on te dise en fait? Parce que, comme on a dit, il y a différentes situations, mais c'est dur parfois de trouver les bons mots, tu vois. Et par exemple, dans ton cas, toi, c'est plutôt, allez, t'as du mal à dormir, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, enfin, qui est anxieuse en face de toi? Tu vois tous les signaux, mais tu sais juste pas quoi lui dire parce que t'as pas envie qu'il apprenne mal ou quelque chose comme ça. Enfin. Dépendant de la personne, je pense que lui dire directement ça va aller, c'est une très mauvaise idée. Oui. Parce que, Louder. allez, déjà j'en ai parlé par exemple avec ma mère. Ça ira, dada, ça va aller, machin. Mon père il dit c'est la vie, hein. Ouais, non, il y a des. Ouais. Tu sais, ouais, mon père aussi dit, tu sais, il y a des hauts, il y a des bas, mais on en ressort C'est toujours ça. vainqueur. Mais je te dis, mais t'as pas forcément envie d'entendre ça. Et qu'est-ce que j'aurais aimé entendre à ce moment-là? Rien, en fait. Juste savoir que la personne est là. Juste quelqu'un. Genre, si t'es face à une personne qui est dans l'anxiété et tout, ça peut être dur, hein, ça peut être lourd, t'as peut-être l'impression de forcer et tout, mais il faut aller ramasser cette personne et lui dire ouais, non, viens aujourd'hui. Et tu fais comme si t'étais pas au courant. Viens aujourd'hui, on va faire ça, 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 ça. Et sans savoir, en fait, tu lui changes les idées. Éviter tous les moments. Ouais, éviter tous les moments où cette personne-là peut aller tomber. Je sais pas, retomber dans ses pensées et tout. Moi, par exemple, c'est grâce à avoir des amis comme Chloé qui parlent trop, tu vois. Donc, dans ce genre de moment, tu parles trop. c'est vrai. Bah, Mais t'es dans ce vous, genre- fan de En fait, Chloé. non, c'est même pas qu'elle parle. Ça l'aide. C'est même pas qu'elle parle trop. C'est juste moi, je parle pas beaucoup, tu vois. Par exemple, moi, je suis introvertie, elle est extravertie. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis, Chloé, tu fais quoi aujourd'hui, machin et tout. Oh non, rien. Ok, bonne occasion. Même si elle fait quelque chose, tu viens, tu forces, tu rentres dans son programme. Et allez, je reste avec des gens qui parlent trop. Si c'est pas Chloé, c'est tous nos autres potes en fait. C'est des gens, ils passent leur vie à rire, ils passent leur vie à faire des débats. Moi, je suis là, je les regarde et tout, je les écoute. Mais sans savoir, ça me change des idées parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont fous ces gens. Et allez, t'es là, tu passes un bon moment. Mais c'est vrai qu'après, tu rentres quand même chez toi et tout retombe en fait. Et t'es là. C'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis. Parce que j'avais regardé une vidéo, un TED Talk qui parlait de la dépression et qui expliquait que un des remèdes à la dépression, à l'addiction ou quoi que ce soit, ce sont les connexions entre les gens. Ouais. Les connexions intenses qui ont un but et un objectif, une vision derrière. Avoir une relation avec quelqu'un de manière intentionnelle, c'est des choses qui peuvent prévenir la dépression. Et même c'était un truc que Émile Durkheim a découvert, prenez de notes, en sociologie, lorsqu'il a étudié le suicide. Il a expliqué, il a fait toute une étude sociologique sur le suicide et il s'est rendu compte, il s'est demandé pourquoi est-ce que les gens se suicident en fait. Est-ce que c'est à cause du mauvais temps? Est-ce que c'est à cause de leur statut social, de leur famille, des choses comme ça, même de causes héréditaires? Il a fait toutes les recherches. Et à la fin, il s'est rendu compte que c'est un problème d'intégration sociale. Bah oui. Il s'est rendu compte que la plupart des gens qui se suicidaient, ça pouvait être des gens qui avaient blindé d'argent, des gens qui avaient un niveau social super important. T'as des stars qui aujourd'hui se suicident énormément et pourtant ils sont pleins d'argent, plein de célébrités, ils ont tout ce qu'on estime qu'il faut avoir pour être heureux aujourd'hui dans la société. Et c'est des gens qui se suicident quand même. Et en fait, ils expliquent que ces gens se sentent profondément seuls. Et c'est l'intégration sociale qui permet de prévenir ça. Et aujourd'hui, on est tellement dans une société individualiste où je fais ce que je veux, je vais où je veux, nanana, je vis ma vie de mon côté, tu vis ta vie de ton côté. Que ben en fait, ouais, le taux de suicide n'a fait que augmenter depuis qu'on est dans des sociétés individualistes. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis au final. T'es pas obligé d'avoir à dire quelque chose pour que la personne aille mieux parce que c'est pas ce que tu vas dire qui va enlever d'un coup sa dépression et dire mais pourquoi est-ce que je déprime depuis des années, pourquoi est-ce que je suis anxieuse, non. Et tu as raison, non, c'est vraiment le fait d'avoir une connexion, de dire je suis là pour toi, tu passes un mauvais moment, ok, pas de problème, je te laisse, tu as un message que je suis là derrière, et même si la personne ne va pas te contacter, contacte-la même si ça te saoule, même si elle te rejette, même si elle a l'impression d'être froide, etc. Moi je pense que nous en tant qu'amis, quand on veut soutenir quelqu'un qui est dépressif ou qui est dans l'anxiété ou quoi, on doit pas voir leur problème comme étant quelque chose qui est personnel pour nous, qui est lié à nous. Parce qu'on a tendance à se sentir mal et penser que c'est personnel leur réaction alors que c'est leur état. Si vous êtes comme moi, introverti, vous savez très bien que nous on n'aime pas les gens. Mais Dieu fait grâce en fait. Et tu comprends que au final,
c'est absurde ce que je vais dire, mais c'est vrai. Dans le sens où tu vis pas ta vie pour toi, tu la vis pour les autres. Si j'étais pas passée par ces moments d'anxiété là, j'aurais pas pu parler comme je l'ai fait aujourd'hui. J'aurais pas, oui voilà, les témoignages en fait. C'est comme ça qu'on dit. En plus ma mère elle m'a dit ça hier, je pense. C'est pour ça qu'on dit, ou bien David, je sais plus. En tout cas quelqu'un me l'a dit hier. C'est pour ça qu'on dit que la fin d'une chose est mieux que son commencement, parce que c'est à la fin que tu témoignes et pas au début. Amen. Tu vois. Et enfin voilà. Et donc toi Alicia, est-ce que t'as une expérience personnelle avec l'anxiété ou la dépression, enfin, et si t'as ton témoignage, témoigne. Vous avez 1 heure, dites ça. C'est pas difficile. Je pense que j'ai eu une expérience brève de la dépression, dans le sens où j'ai pu expérimenter ça pendant presque 1 an en fait, où il y a eu un événement, plusieurs événements à la suite qui m'ont poussé à l'isolement. Moi à ce moment-là j'avais pas nécessairement Dieu dans ma vie, donc moi ma réaction directe c'était de m'isoler et de plus parler à personne et de rester dormir, etc. Et en fait c'est comme ça, selon moi je pense que c'est comme ça qu'on peut facilement tomber vraiment dans la dépression de manière profonde, c'est directement l'isolement. Ouais. Parce que tu te retrouves dans un état où t'as plus les connexions, t'as plus les gens pour te montrer une version extérieure de ton problème. Tu es toi tout seul dans ton problème et t'es dans ton bouillon tout seul, il n'y a personne pour te pousser dans le recul. Et tu t'engouffres encore et encore et encore. Et moi c'est des trucs qui ça m'a pris des mois en fait. J'étais là-dedans pendant des mois, et je voulais pas en parler. Pour moi, mon chagrin, ma tristesse, c'était la seule chose qui m'était restée fidèle en fait de tout ce que j'avais perdu. Donc je ne voulais pas m'en détacher parce qu'on allait essayer de m'aider et je voulais pas. C'est exactement le ça va aller. Ouais, qu'on essaye de venir me réconforter alors que je savais personnellement que les gens n'allaient pas avoir les mots et ça allait me saouler, donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas leur dire. Je me souviens, je disais même à ma soeur, écoute, je vais aller pleurer, laisse-moi, ciao. Et moi j'allais et je pleurais tous les soirs et c'est un truc de dingue. Et de l'anxiété, comme je disais à Claude tout à l'heure, j'ai eu vraiment une période d'anxiété qui a duré 10 ans. Où moi j'ai beaucoup expérimenté l'anxiété de ma tendre enfance jusqu'à il y a pas très longtemps, où en fait surtout quand j'allais dormir en fait, quand j'étais enfin hors de l'agitation, juste moi toute seule et être dans le noir, c'était ce qui provoquait énormément mon anxiété. À partir du moment où je devais juste me poser sur mon lit, je commençais à cogiter énormément. En fait je pense que tout commence à l'intérieur, où tu vas loin dans ton délire, te dire mais ça se trouve que là derrière mon armoire il y a un truc qui va sortir, j'en sais rien, je sentais des présences, je sentais que on me voulait du mal, que j'allais mourir à l'instant, à chaque fois. C'est des trucs, ça n'a pas de sens, tu sais que ça n'a pas de sens, mais t'arrives pas à t'en défaire. T'es terrorisée maintenant, t'as réussi à te terroriser toute seule en fait. Et j'étais terrorisée, et il fallait à chaque fois que j'allume la lumière, je ne savais pas dormir dans le noir, jamais. La seule fois où je dormais dans le noir, c'est quand j'avais quelqu'un qui dormait avec moi, une amie quand on allait dormir, ou ma soeur. Donc du coup vous pouvez tous les deux dire que pour aider une personne qui est anxieuse ou dépressive, c'est juste mieux d'être là pour la personne. Et pas nécessairement, enfin peut-être le moins qu'on parle, le mieux c'est, non? Je veux dire pour encourager la personne en mode ça va aller, t'inquiète pas, c'est mieux d'être juste là pour la personne, de faire penser à autre chose, comme tu as dit.